oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, un nouveau débrief. On va revenir sur la deuxième étape de la Coupe du Monde qui s'est déroulée ces derniers jours du côté d'Orfilsen en Autriche. On a enfin retrouvé le soleil, on a enfin retrouvé le public et toujours de belles performances de l'équipe de France. Et pour revenir sur tout ça, je suis toujours aussi bien accompagné avec cette fois-ci Marine et Aurélie. Salut toutes les deux. Salut. Bon, c'est vrai que ça fait du bien quand même de retrouver le soleil après l'obscurité de Concharty. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il fait tellement beau, Orfilsen. C'est quand même un site qui a l'air paradisiaque. C'est une carte postale. Ouais, surtout avec toute la neige, Aurélie, là, franchement, là, il y avait ce qu'il fallait à Orfilsen. Ouais, mais ça fait du bien. C'était un peu triste quand même en Finlande de voir le. Enfin, c'est un peu triste parce que c'est pas comme ça avant, on va dire. C'est assez récent que même dans les grands pays du Nord, il y a pas de neige quand commence la saison de biathlon. Mais donc ça faisait du bien d'aller dans les Alpes. Ouais. Et pour le moment, il y a déjà de la neige au Grand Bornand, quelques jours avant le début de l'étape. Il y a déjà eu de la neige, donc on espère que ça va tenir. Et il me semble qu'ils annoncent pas mal de neige aussi au cours de l'étape, donc on verra ça. Mais c'est vrai que ça nous a fait quand même plaisir de retrouver déjà le soleil pour les athlètes aussi. Ils ont quand même pas mal parlé. Cette neige et aussi les supporters, parce qu'à Concharty, l'ambiance c'est pas trop ça. Là, on était déjà dans une bonne ambiance allemande du côté d'Orfilsen et l'ambiance va continuer à monter d'ici quelques jours au Grand Bornand. Mais on va rester déjà du côté d'Orfilsen pour revenir sur cette deuxième étape. Donc au programme, il y avait des sprints, des poursuites et des relais dames et hommes. On commencera par parler de l'équipe de France féminine, notamment de Lou Jean Monod, la française qui a remporté la poursuite et qui talonne désormais Franziska Preuss au général de la Coupe du Monde. On parlera également de ses coéquipières. On parlera évidemment donc de Franziska Preuss, qui est désormais en tête, d'Elvira Olberg qui a montré des premiers signes de faiblesse sur cette saison. Vous me donnerez aussi vos performances et contre-performances chez les dames. Chez les hommes, même schéma, on parlera forcément de ce relais masculin et de deux pour les Français qui battent pour la deuxième fois de suite les Norvégiens. Donc voilà, aussi des belles performances à mettre en avant aussi du côté de l'équipe de France. Johannes Beu qui a repris le lead de la Coupe du Monde avec 2 victoires, sprint, poursuite. Est-ce que le Norvégien est déjà lancé vers ce 6e Euro Globe de cristal? On va en parler. Également vos performances, contre-performances. On parlera aussi un petit peu de la Junior Cup qui a débuté cette semaine aussi du côté de Valleridana en Italie. Et enfin, on vous dévoilera le programme de la prochaine semaine, un programme royal, Coupe du Monde, au Grand Bornand, IBU Cup, Junior Cup. Bref, une très très belle semaine qui nous annonce pour la fin de cette année 2024. Marine, Aurélie, est-ce que vous êtes prêtes pour évoquer Orfilsen? Super prête. Ok, c'est parti, jingle. Et pour commencer, on change pas les bonnes habitudes. Je vais vous demander quelle a été votre course du week-end. Alors, il y avait des sprints, des poursuites, des relais dames et hommes. Aurélie, est-ce que tu as fait ton choix? J'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. J'avais mis d'abord la poursuite homme parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Mais là, en fait, un peu influencé par la dernière course, le relais homme aussi, j'ai adoré. Donc, je vais mettre le relais homme. Avec de la belle bagarre à tous les relais et puis une belle victoire. Mais au-delà de ça, c'était quand même une course fascinante à suivre. Ouais. Quand tu dis que tu aimes tout ce que tu aimes dedans dans la poursuite homme, c'est par rapport à Tariebeu ou autre chose? Non, enfin oui, bon, il y avait Sarrier,
Mais c'est aussi, moi j'aime bien la bagarre. J'aime bien quand ça se bataille. Et c'est vrai que dans la poursuite homme, alors par bagarre, j'entends pas marcher sur les skis et faire tomber les coéquipiers. Il y a un peu eu Mais ça sur la poursuite il y a un homme. petit peu Ouais. eu ça, mais j'aime bien un peu le drama. J'aime bien quand il se passe des choses sur la piste. J'aime pas trop quand on a un athlète qui est une minute devant tous les autres et la course est bouclée. Là, jusqu'à la fin, ça se fightait. Ouais. Et c'est vrai que c'est chouette. Enfin, moi, je regarde le biathlon pour des courses comme ça, on va dire. Donc là, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'après, le relais homme aussi était quand même très, très passionnant parce que, y a rien, enfin, si, le podium était quand même, enfin, le podium, les deux premières places étaient quand même bouclées assez rapidement. Mais qui de la France ou de la Norvège allait l'emporter? Qui allait tenir le coup sur le pas de tir? Enfin, c'était quand même, ah oui, c'était super. J'ai passé un super relais. Voilà. Bon, on l'entend, Aurélie, en tout cas, Ouais, on entend désolée. Non, bah, c'est très bien, bah, justement, c'est très très bien. On voit voilà, ta passion pour ces courses et finalement avec 2 duels France-Norvège au final. J'aime bien les Avec, confrontations, voilà. mm, C'est ça, c'est ce que je donc, je préfère. pense que comme tout le monde, hein, tous les passionnés de biathlon, et toi, bah, justement, Marine, je crois que c'est la même chose finalement. Oui, oui, c'est la même chose. Enfin, donc du coup, moi, j'ai choisi la poursuite. Bah, pour les raisons que Aurélie a déjà évoquées. C'est vrai que jusqu'au bout, il y avait du suspense. On a eu une course de très haut niveau devant et voilà, c'est vrai qu'on s'est bien régalé. Et puis voilà, il y a eu son petit lot de drama aussi. Donc vraiment, il y a eu à peu près tous les ingrédients qui font de belles courses de biathlon. En tout cas, la bagarre pour le podium était très Mm. belle. Ce pourquoi on aime ce sport. Et oui, bah pareil, hein, je pense que je vais aussi vous rejoindre sur cette poursuite masculine qui est un peu un final what the fuck, en tout cas avec Ouais, cette dramaturgie, avec en plus, à la fin, Emilien Jacquin qui est énervé, qui veut pas saluer Johannes Beu, mais bon, ça s'est vite, calmé. Ils ont ensuite, rapidement souri et se sont rapidement parlé, devant les caméras. Mais c'est vrai que c'était un beau final et ça rappelait aussi, si vous vous rappelez, hein, la poursuite de RuPaul l'an dernier où ils étaient, 5-6 dans le dernier tour et ça avait fini aussi, au sprint finalement et c'était Johannes Dalleux qui avait gagné. Mais c'est vrai que c'est des finales forcément qu'on aime et c'est pourquoi on aime ce sport. Mais en tout cas, ça fait encore 2 résultats masculins, 2 courses masculines comme la semaine dernière. Donc il y a quand même une ouais, tendance homme qui se dégage sur ce début de saison. Donc ça joue plus. Enfin, ça je joue sais pas. plus. Ouais, ouais, je trouve que ça joue Voilà, plus. c'est surtout que il manque aussi quand même des favorites, hein. Il manque Lisa, il manque Ingrid. Il y en a qui sont pas au rendez-vous. On n'est encore pas au. Il y a beaucoup d'absentes et que ce soit dans les performances ou tout court du côté féminin qui font que bah on n'est pas au maximum de ce que le circuit féminin est en capacité de nous donner. Donc on Ouais. espère que ça va se décanter. Ouais. Bah, justement, on va commencer par parler de la coupe du monde féminine et de l'équipe de France. Alors pour commencer, on va évoquer donc les Lou Jean Monod, qui a fait un très beau week-end à Arfluten. Alors très beau week-end individuellement, parce qu'on l'a vu, hein, sur le relais féminin, ça s'est quand même mal terminé avec ce tour de pénalité. Mais en tout cas, Lou a terminé 4e du sprint, a remporté la poursuite grâce à une course parfaite, le 20 sur 20 au tir. Là aussi à mettre la pression sur Francesca Preuss et à tenir la pression justement sur le dernier tir. La Jurassienne est désormais 2e du général à 29 points de l'Allemande. Est-ce que pour vous, là, le rouleau compresseur Lou Jean Monod est lancé ou pas? Est-ce que finalement aussi ce relais remet un peu en question certaines choses que vous avez peut-être conclues à la suite de la poursuite, justement? Bah, moi, je dirais pas le rouleau compresseur, ça me paraît un peu trop gros et écrasant. Après, je pense que la saison de Lou est lancée. Ça, je pense que oui, je pense elle va faire une saison solide. Après, je la vois pas écraser non plus la concurrence. Mais je pense que oui, là, elle est partie sur un bon flot. Alors le relais, bon, certes, Est-ce qu'il faut en tenir compte de ce relais féminin pour Lou? je, Parce que je c'est une sais- confrontation comme directe avec Francesca Preuss. c'est vrai. C'est vrai que c'est une confrontation directe et puis il y a le poids tu portes pas juste ton dossard, tu portes ton dossard pour ton pays. C'est une pression que certains gèrent très très bien. Ils sont meilleurs en relais qu'en course individuelle. Pour
autres, c'est l'inverse. Lou, c'est un petit peu rapide pour en tirer des conclusions, mais moi, je la sens quand même très bien partie et j'espère qu'elle va faire des super courses à domicile l'étape prochaine, la semaine prochaine. Marine. Oui, comment? Je suis d'accord sur le fait que la saison de Lou est lancée. On n'est pas sur le rouleau compresseur, effectivement, comme elle le dit bien. Mais moi, je pense qu'elle sent quand même le poids du changement de statut. La semaine dernière, une double faute sur le debout, sur le sprint. Elle sait que les bookmakers l'ont mis favorite du général. En plus, il y a des absents, donc enfin des absentes plutôt. Voilà, Ingrid qui n'est plus là, sera peut-être là la semaine prochaine, je ne sais pas. Lisa qui ne revient pas avant janvier. Et puis Justine et Julia qui sont en retrait. Donc finalement, elle, en ce moment, c'est elle la leader de l'équipe Elle a de la France. pancarte. Et c'est ça. Et ça s'est vu du coup sur le relais. Voilà, elle avait comment elle était en confrontation avec Francisca. Et puis ça l'a pas fait. Mais après, ça remet pas du tout en question ni son niveau de tir, ni quoi que ce soit. Mais il y a un aspect mental qui est quand même plus présent peut-être cette saison que la dernière saison où elle a fait des performances extraordinaires, mais finalement on n'attendait quand même pas d'elle autant. Et là, vu la dernière saison qu'elle a fait, cette saison, elle est considérée au même titre que Julia et Justine. Donc les attentes sont fortes. Et même finalement au début plus que Elvire Berg et Francisca Preuss, qui n'étaient pas forcément citées dans les favorites Non, au c'est début ça, de on n'en l'hiver. parle même pas. Ah oui, alors que bon, c'est quand même des noms, c'est pas des méconnus, des noms méconnus. Elvire Berg et Francisca Preuss, elles ont quand même un palmarès. Mais c'est vrai Oui, mais que. sur la saison d'avant, Mmh. pour faire tes prédictions en général. Alors bien sûr, tu as toujours le risque de te tromper, de voir un athlète qui a fait une bonne prépa revenir voilà, Preuss, c'en est on va dire un bon exemple parce que on sait que à son top, c'est une excellente biathlète. Elvira, on sait les capacités qu'elle a, notamment à ski, mais voilà, on peut pas tout deviner d'une saison sur l'autre. On sait pas exactement ce que donnent les prépas, même si on a des informations, mais Mmh. il y a quand même toujours une part d'inconnu, quoi. C'est quoi qui vous impressionne le plus, chez Lou Jean Monod? Le canon de la carabine, sur le debout. Ouais. Là, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Elle me fait penser un peu à ce tour-là au niveau du bon après avec une vitesse de tir un peu moindre, mais je trouve que son canon, elle ne bouge vraiment pas beaucoup quand elle tire, on sent quand même une Mmh. stabilité, assez impressionnante et une maîtrise, bien que l'erreur soit toujours possible, on l'a bien vu, aujourd'hui, enfin sur le relais, mais voilà, elle est quand même très, très safe à ce niveau-là. Pareil, Lou, c'est tout ça. Enfin, pour moi, ça a toujours été le tir que j'ai trouvé le plus solide, le plus beau chez Lou, sans vouloir dire qu'elle démérite sur la piste, mais c'est cette capacité. Alors oui, on l'a peut-être pas forcément vu aujourd'hui, mais c'est d'arriver sur le pas de tir, comment dire, assez sereine, on va dire. Voilà. On est d'accord que Lou va récupérer le dossard jaune. Elle a attendu de ne pas l'avoir là pour le récupérer ensuite au Grand Bornand. C'était le plan, non? Et qu'elle le perde, ouais, Mmh. et puis À toi, à moi, à toi, à moi. Ouais, et là même avec c'est même le plan pour Eric aussi, non? Qu'il le perde cette étape, comme ça il le récupère à Oui. la maison. Ouais. Ouais, Bon, pour c'est ça, Eric, c'est le plan. l'écart est un peu comme de Ouais, niveau. mais bon, la première partie du plan est faite. Après, il faudra Faut assumer. voilà. Je pense qu'il faut tirer dans Johannes pour réaliser le plan parce que Ouais, bon, le problème, c'est que si on fait ça, c'est que je pense qu'ils pourront pas le récupérer parce qu'ils pourront plus courir du tout sur la Coupe du Monde. oui, Ouais. non, il y a pas de bonne solution là, clairement. Non, ça va se faire en piste, c'est derrière la carabine, face aux cibles. Voilà. Ça va le faire. Exactement. Alors voilà pour Lou Jean Monod. Il y a aussi une très belle performance à Orphilsen du côté des Françaises. C'est la magnifique 2e place de Sophie Chauveau sur le sprint.
Elle était dos au mur, faut le dire, hein, en vue de la prochaine étape au Grand Bornand. Et elle a parfaitement rebondi. Est-ce que vous vous attendiez à une telle réaction de sa part sur cette étape? Franchement, non. Non. C'est vrai que j'étais une de ceux à avoir émis des doutes sur le podcast preview sur sa capacité à gérer ses émotions. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel elle travaille sûrement déjà et elle doit encore travailler. Bon, après, c'est son naturel, donc de toute façon, on ne peut pas chasser totalement le naturel, mais on peut le contrôler en tout cas. Et c'est vrai que finalement, le fait d'être au pied du mur, ça lui a plutôt bien réussi. Finalement, elle s'est dit, peut-être, je vais faire les choses dans mon coin et puis on verra ce que ça donne. Ou est-ce que j'ai plus rien à perdre, donc je m'enlève la pression. Ou, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a eu une belle réaction. Et elle a fait la course parfaite à son niveau. En tout cas, elle a fait le maximum de ce qu'elle peut donner en tant que biathlète, quoi. D'ailleurs, au Grand Bornand, il y a 2 ans, elle était aussi dos au mur, hein, quand tu as fait sa 4e place. C'était soit une grosse perf, soit à redescendre en IBU Cup. Donc finalement, c'est dans la difficulté souvent où Sophie Chauveau est en réussite. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas facile, je pense, de savoir se mobiliser comme ça avec la pression que ça peut donner, de redescendre, surtout que Sophie Chauveau elle a quand même un statut dans l'équipe de France maintenant. Donc c'est chouette que ça l'ait fait sur le sprint. C'est un peu dommage que ça l'ait moins fait sur la poursuite, qu'elle aurait pu comme ça asseoir son beau week-end, sa belle réussite. 11e de la poursuite. Ah, ouais, voilà. Mais bon, c'est bien. Moi, j'y croyais, ouais, ni oui ni non, en fait. J'étais surtout curieuse de voir qui allait tirer ses cartes là en Autriche. de l'équipe de Justement, France. pour vous, sa place maintenant elle est sécurisée pour le Grand Bornand? Il n'y a pas de doute par rapport à ça? Quand tu fais un podium, Ouais. heureusement que tu sécurisé. Enfin, après, Ouais. on sait Je le demande parce que, dans la hiérarchie, elle était quand même dernière, avant cette semaine à Orphiljön. Donc, oui, elle avait oui, toujours oui, pas mais marqué. bon, il y a, comment? Même si tu fais des des performances irrégulières, je pense que, ben, le staff, une fille qui a dans ses cordes la capacité de faire un podium, et c'est même si c'est pas récurrent et que ça peut être des coups, c'est toujours un atout dans ta manche, quoi. Mmh. Ouais. Et pour vous justement là, parce que bon, que pour rappel, les Françaises ne seront que 6 au Grand Bornand. Une des 7 Françaises donc doit quitter le navire, j'ai presque envie de dire au pire des moments, avant l'étape, à la maison. Ouais. C'est qui? Pour vous qui Bah, mmh, Gillon, hein. Enfin, c'est un peu Ouais, moi triste aussi. parce que c'est pas elle a rien fait je vais dire de tragique. Elle a rien fait oui, de vraiment une mauvais, mais contre-performance. voilà, je veux dire sa meilleure place, c'est quoi? 9e 9e? Mmh. sur la poursuite. 9e. Alors elle a fait une belle remontée et tout ça, mais elle a été chercher trop peu de points et si on se fie au classement général, ben, je pense il parle de lui-même. Mmh. Donc même si 26e du général, c'est sûr que ça n'a rien d'infamant, loin de là, mais je pense que Ouais. les Norvégiennes aimeraient bien avoir Gillon dans leur équipe, c'est dire quand même. Mais voilà, là, c'est malheureusement, il y a des chances que ce soit elle, Ouais. quoi. Et justement, Aurélie, c'est quoi le classement des Françaises après ces 2 étapes? Alors, la première française au général, c'est Lou Chammonneau avec une 2e place. Donc, c'est quand même une belle place. Ensuite, suit Julia Simon avec une 9e place. Suivi d'Océane Michelon avec une 11e place au général. Juste derrière, Justine avec une 12e place. Puis, on a Jeanne Richard en 16e place du général. Juste suivi, elle aussi, de Sophie Chevaux avec une 17e place. Et Gilon Guigoda en 26e place. Ouais, donc on a 6 Françaises, dans le Dans le top top 20. 20. Voilà, et après on a Gillon 26e aux portes finalement de la Mastart, des 25 Oui, voilà, meilleures. c'est ça. Heu, Après, si on c'est beau suit d'avoir 7 Françaises sur le top 30. On n'a pas eu ça chaque année. Là, on a quand même
t'as quand même une solide équipe. C'est vrai que finalement, ça, entre guillemets, facilite peut-être les coachs d'avoir une athlète comme Gion Guigona, 26e, qui est un peu plus derrière. Parce que si, par exemple, on a vu un très mauvais début de saison de Julia Simon, Justine Moisa-Boucher, qui était plus derrière aussi, l'argument de la dernière Française sélectionnée n'aura pas été pris en compte, n'aura pas été un argument. Là, Marine, bon, l'argument peut clairement être avancé qu'on choisit la dernière Française du Oui, général. voilà, C'est comme ça, il n'y plus a pas simple. de débat à avoir. Oui. On verra, hein, vous nous écoutez, vous saurez sans doute déjà quelle Française est non qualifiée, mais on va dire dans la logique sportive du classement général qui fait foi, voilà, on voit Gion Guigona ne pas être du côté du Grand Bornand. Et d'ailleurs, est-ce que ça semble encore plus compliqué finalement de voir une Française d'IB Cup monter en Coupe du Monde là? Bah, je pense qu'il faut laisser une troisième étape et que éventuellement, selon comment ça se passe au Grand Bornand, peut-être en janvier, de faire monter quelqu'un. Parce que de mémoire, l'année dernière, quand Jeanne et Océane sont montées, c'était après, Ouais, exactement. parce que là, 2 étapes pour juger, c'est déjà compliqué. Mais au bout de 3 étapes, on a quand même déjà un peu une idée un peu plus précise. Mmh. Et pour info, l'étape d'IB Cup cette semaine, c'est à Obertillac en Autriche, donc c'est pas loin de Dorfilzen. Au niveau des transferts aussi, voilà, il y a une facilité aussi Ouais, pour laisser des athlètes Ouais. sur place. petite Heu, dépose de Gilpin, malheureusement. ouais, mais non, mais c'est vrai que bon, c'est Enfin, on vrai que verra, hein, mais bon. on le savait de toute façon, elle le savait aussi, c'était l'objectif numéro 1 affiché par toutes. Alors bon, les leaders françaises, elles étaient sur diète, mais en tout cas pour les autres françaises, l'objectif, c'était déjà de valider cette place au Grand Bornand, ce premier objectif. Océane Michelon nous en avait parlé sur le podcast avant le début de l'hiver. Pour Océane, ça sera normalement validé sans problème. Mais c'est vrai que bon, la Gilles Guigona va faire les frais de cette concurrence française. Et bon, on a vu que l'an dernier, elle était aussi retournée sur les Big Cup et justement, ça l'avait relancé totalement et avait fait une super fin de saison avec un premier podium sur la Coupe du Monde. Donc, bon, les Big Cup, c'est pas une finalité en soi, même en plein milieu de l'hiver. Mais c'est vrai que bon, il y a cette petite déception de ne pas pouvoir courir devant son public et ça, on veut bien comprendre que c'est une énorme désillusion pour la Française qui ne sera pas sélectionnée pour le Grand Bornand. Bien, alors maintenant, on va parler aussi de Julia Simon, qui est désormais 2e Française au général. Elle est 9e à 171 points de Franziska Preuss. Elle a terminé 17e du sprint, 6e de la poursuite avec un départ incroyable. Elle est passée de 17e à 10e en intermédiaire, je crois. Mais c'est vrai que finalement, c'est un schéma un peu récurrent, un peu trop récurrent pour la Savoyarde, qui malheureusement se loupe un peu trop sur les sprints et fait des superbes poursuites. Marine, qu'est-ce qu'on en dit de ce week-end pour Julia, qui est pas non plus encore à 100%, clairement? Bon, on en dit que c'est ni bon ni mauvais, enfin c'est pas mal, c'est sûr qu'elle a pas les armes, pour, compenser, quand elle fait alors si elle a l'arme de sa vitesse de tir quand même, qui lui fait malgré tout gagner des places même quand elle, met une balle, dehors. Mais, ça marche peut-être mieux sur la poursuite, pour justement pousser, des adversaires à la faute, par exemple, quand tu te retrouves en duel, le fait de lancer la première balle et cetera. En sprint, tu es face à toi-même, donc c'est un peu différent. Voilà, ça a jamais été sa spécialité. Le Championne du sprint, monde, quand même, hein? oui, mais c'est pas intrinsèquement, c'est pas Oui, c'est pas sa oui. course. Sa course, c'est la poursuite. C'est même pas la mass start, c'est la poursuite. La poursuite, La chasseuse. la chasse. Bah, c'est sûr que ça se voit qu'elle est franchement à ski, elle a pas les armes, donc elle est obligée de compenser avec, le tir et bon, pour l'instant, elle compense, plutôt bien quand même, ça pourrait être, bien pire que ça quoi, Ouais. elle s'en sort, elle est quand même dans le top 10 du général, donc je sais pas, quelles attentes il faut avoir, de ce côté-là. Tant que la forme, ne sera pas là, ce sera compliqué d'attendre bien plus. Donc je sais pas quand est-ce que la forme peut revenir, Ouais. mais là, en tout cas, elle est pas dans ses standards. D'ailleurs, on a appris, Marine, en début d'étape que, via la chaîne L'équipe,
qu'elle avait pris 9 kilos durant l'automne. C'est quand même assez, incroyable. Enfin, en plus, alors elle n'a pas précisé vraiment les raisons pourquoi, mais c'est vrai que c'est quand même handicapant, quoi. Ah bah oui, franchement, Bah, c'est sûr, le sportivement, oui, ski, ça quand doit. tu as de la enfin, quand tu es un peu en surcharge par rapport à ton poids de forme, alors après il y a une histoire de rapport poids-puissance, mais c'est sûr que de t'alourdir, ça pèse forcément, sur, par rapport à son poids d'origine. Je veux dire, ça veut dire qu'elle a pas l'habitude de tracter ces 9 kilos en plus, donc au niveau de sa musculature, c'est forcément difficile. Mmh. Et en plus, Aurélie, elle a des problèmes au dos, hein. Peut-être lié peut-être aussi Ouais, à ça, hein, finalement. sûrement. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas l'équipe, mais en post-interview sur Enerco, elle s'est plaint beaucoup d'avoir toujours mal au dos. Elle se réjouissait des vacances qui arrivaient bientôt pour justement reposer son dos. Alors j'imagine que quand on a des douleurs, on va moins vite à ski, ça rend aussi le tir plus compliqué. Donc c'est un peu difficile. Enfin, on se donne plus sur la piste finalement pour moins de résultats. Euh, et je pense que ça influe sur toute la course. Euh, donc ouais, je trouve que c'est compliqué de se faire un avis sur la saison de Julia pour le moment tant qu'il a des soucis finalement. Elle est pas à son top niveau, ça se voit. On l'a vu sur le relais, d'ailleurs, elle a fait un relais très propre. Elle a rendu le relais en tête, Oui. Mmh. mais elle aurait pu aller beaucoup plus vite par rapport à ses concurrentes en confrontation directe en première relayeuse. Elle aurait pu rendre le relais, une Julia Simon au top forme, aurait pu rendre le relais avec un matelas d'avance plus conséquent. Mais bon. Ouais. Donc, alors on en a pas parlé, hein, comme objectif, mais le classement général, ça semble quand même un peu compliqué quand même cet hiver, avec Julia Simon là, hein. Ouais, Ben, ouais. si elle retrouve pas sa forme, ça va être très compliqué, oui. Ouais, rapidement même, Parce dès qu'il janvier au faut plus être au tard, top, quoi. physiquement et sur le pas de tir, hem, donc ouais, il faut que ce soit, ouais, si en janvier elle est toujours dans le «même état» entre guillemets, ça va être compliqué, ouais. Et au niveau, bah, je parlais des attentes, Justine Boucher justement, elle avait comme, objectif elle a comme objectif de remporter le Gros Globe cet hiver. Elle l'a clairement dit en début de saison. Mais bon, la Savard, elle a pas encore trouvé forcément son rythme de croisière. Alors, elle a fait une belle 6e place sur le sprint, hein, mais elle a quand même, chuté au 16e rang sur la poursuite avec 6 erreurs. Heu, Est-ce qu'on doit revoir ses ambitions à la baisse ou pas pour, la Française? Mmh. Marie? Bah, Justine, de toute façon, c'est l'inverse de l'inverse de Julia. Les poursuites, c'est pas du tout son truc. Franchement, des podiums en poursuite, elle en a pas des masses. Hem, mais en tout cas, la forme est là. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on sait que du moment que les balles, vont rentrer un peu plus, elle a pas besoin de faire, 100 d'être à 100 au tir, hein, 9 sur 10 sur des sprints, à minima 17, 18 sur les courses à 4 tirs. Et ben, là, on la reverra sur le devant. Après, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal mental. Le fait d'annoncer Gros Globe, là, à chaque fois qu'on la voit au tir, on sent une tension, Tir couché, hein. surtout au coucher, non mais ça, on sent vraiment la tension, on sent je sais pas si c'est de l'angoisse ou quoi, mais en tout cas, on voit une J'ai l'impression de la revoir il y a quelques années en arrière, finalement, Justine Mmh. Boucher, comme si la saison d'avant n'existait pas. ouais, mais après, est-ce que moi, je pense que pareil, il y a l'enjeu qui doit lui faire, picoter. Alors, il faut qu'elle trouve des clés pour finalement, le fait de dire jouer le Gros Globe, bah, l'année dernière, ça a jamais été son objectif et elle l'a joué. Mmh mh. Est-ce que, faut pas revenir sur ces standards-là? Je ne sais pas, mais je suis
pour l'instant pas inquiète outre mesure parce que quand la forme est là, tu peux toujours espérer en mettant une balle de plus sur chaque course ou deux ou sur les courses à 4 tirs. Enfin, à part Lampic qui est quand même un cran au-dessus de tout le monde de toute façon, mais il faut dire que Lampic, c'est la crème de la crème du ski de fond. Elle a gagné un globe et tout. C'est au-dessus de Denise Herrmann et des fondeuses qu'on a vues ces dernières années venir. Lampic, c'est bon. Je parle pas de Stina Nilsson, on comprenait pas du tout ses temps de ski, mais Lampic, bon voilà. Elle fait des presque cérémonies des fleurs à 7 sur 10. Voilà, Ouais. Mais pour moi, elle est au niveau de Elvira sur le début de saison. En tout cas, Elvira était mieux à Kontio, mais Justine était mieux à Orphilsen. Donc voilà, elle est deuxième skieuse à peu près dans les mêmes standards que Elvira. Donc voilà, quand ça va rentrer, on sait que ça va scorer fort, mais il faut qu'elle reprenne la confiance parce que c'est compliqué, c'est vrai, sur pas de tir, mais au niveau des ambitions, je sais pas. On verra, je pense que on pourra plus tirer des conclusions à la fin de la semaine prochaine. Et toi, Aurélie, est-ce que tu es finalement un peu déçu de ce début de saison de Justine? Moi, je pense qu'elle peut revenir au classement. On voit que ça va vite, hein, les classements. Ça va, enfin, les places, on les monte ou on les perd, on les descend très très vite. En revanche, après 2 week-ends où finalement ça s'est pas très bien passé sur le stand de tir, moi je crains qu'elle perde de la confiance course après course et qu'en fait tant qu'elle n'a pas un déclic ou une très belle course où ça marche bien, parce qu'en fait c'était ça l'année dernière, c'était ça la saison passée, c'est que ça se passait bien en fait. Et elle gardait, enfin moi j'avais l'impression en tout cas, qu'elle gardait une confiance en elle pour chaque course, elle arrivait moins inquiète, peut-être moins stressée. Et là, j'ai peur qu'elle soit revenue dans une spirale un peu négative de est-ce que je vais mettre les balles en fait. Elle est un peu dans une dans une spirale négative qui l'a fait douter et qui fait que au tir ça passe moins bien. Après, effectivement, sur la piste, il n'y a rien à dire. Et c'est ce qui la sauve la plupart de ses courses qui fait qu'elle finalement elle a des places pas trop mal. Mais on l'a vu encore au relais d'ailleurs. Finalement, elle fait pas un relais moche si tu regardes juste le placement quand elle rend le relais ou quand sur le papier ça va, mais ça aurait aussi pu elle aurait pu aussi donner le relais avec une avance fabuleuse vu la forme qu'elle a à ski quoi sur la piste. Donc je sais pas, moi je crains j'espère qu'elle aura une très belle course bientôt pour reprendre. Pour changer le mindset qu'elle a sur son tir. C'est vrai qu'on attend peut-être une réaction au Grand Bornand et on se souvient forcément, Marine, de cette victoire de Justine Brézaboucher au Grand Bornand sur la Mastart. Exactement. Le même je jour m'en aussi souviens que très Martin bien. Je Fourcade. pleurais au bord de la piste. Bon, tu n'étais pas la seule, je pense. Moi, j'étais bénévole. J'étais sur la piste presque. Donc tu n'étais pas professionnel en fait. J'ai perdu tout professionnalisme à ce moment-là. Pendant tout le dernier tour, j'étais là. Non, mais franchement, c'était un moment incroyable. Mais peut-être que le public, ça va la transcender. On verra. Ouais. Et si elle peut finir comme l'an dernier aussi à l'Underride. Ah oui, moi je signe. Ça, là, ça pourrait totalement la relancer aussi finalement. Donc, je signe des mains, des deux pieds, ce que tu veux. C'est vrai qu'en plus, au Grand Bornand, par contre, c'est un pas de tir dit facile. Là, il va falloir bien tirer forcément au Grand Bornand pour se placer devant. Donc là, c'est forcément un facteur important pour Justine qui est en délicatesse de ce côté-là. Bien, alors maintenant, on va parler des dernières Françaises dont on n'a pas trop parlé. Jeanne Richard, 35e du sprint et 14e de la poursuite. Océane Michelon qui a tourné autour de la 20e place et qui a récupéré le sable bleu d'ailleurs. Et il y a la remontada donc, de Gilles Guigona qu'on a un peu déjà évoqué. Quel biathlète vous voulez mettre en avant sur ce cas en Autriche? Moi, j'ai parlé de Jeanne parce que elle a quand même fait elle a fait un sprint pas très beau, mais elle a fait quand même une très belle remontée sur la poursuite. Et je pense que c'est quand même pas forcément gagné quand on part avec le dossard, le numéro 35, d'arriver à se motiver et à revenir comme ça, jouer finalement une 14e place. Et puis pour l'anecdote, parce que Jeanne a tiré une balle de trop, non?
Sur le Sur le sprint. sprint, ouais. Mais bon, c'est juste pour le fun fact, en fait. C'est pas fréquent. C'est vrai on s'est un peu passé inaperçu, mais oui, c'est vrai que finalement, c'est la télé norvégienne qui a analysé ça, Ouais, parce finalement, que, qui a vu ça. ouais, parce que toute la poursuite homme, il y avait un grand débat sur justement les règles, les changements de règles par rapport à ça. Une balle en trop, une balle de moins. Ça arrive de temps en temps. Et sur le fait que voilà, elle avait tiré une balle de trop. Mais bon, elle s'est pas pas si finalement si, c'est laissé déstabiliser. Elle fait pas un très beau sprint. Oui, parce qu'elle a pas mis sa dernière balle, finalement, Ouais. après. Donc, c'est vrai que. Donc voilà. Toi, Marine, c'est aussi notre montée, finalement. Bah, j'ai mis Gilonne. C'est vrai que bon, la pauvre, elle n'est pas trop mise en valeur. C'est vrai qu'elle a fait une belle remontée. Enfin, voilà, c'est un peu les dernières armes jetées dans la bataille pour rester en Coupe du Monde. Je pense que ça n'aura pas suffi, mais en tout cas, elle aura fait avec ses armes et le niveau est tellement relevé, mais faut se rappeler que l'année dernière, elle est quand même montée sur un podium, donc c'est pour dire la densité côté français. Voilà, Gilonne va descendre sans doute. On n'est pas là pour faire pour s'avancer, mais bon, il y a quand même des chances que ce soit elle. Et pourtant, elle est 26e, 26e Oui. mondiale au classement pour l'instant. Mais sinon, si, je voulais pointer aussi Océane quand même, parce que je trouve ces temps de ski très intéressants. J'allais le dire, finalement, aussi. Sur les deux, j'ai regardé sur les deux courses individuelles. Elle a des temps de ski proches de ceux de Lou pour le sprint, et sur la poursuite, c'est elle qui a le deuxième temps de ski des Françaises en 5e position. Donc vraiment, elle a, Marche, hein. voilà, elle a pas fait de podium, mais elle a totalement le niveau à ski pour en faire un. Donc même sur un sprint, voilà, parce qu'elle va même plus vite que Sophie pour l'instant. Donc voilà, vraiment une belle performance au moins sur les skis, et puis de manière générale, un week-end, on va dire, voilà, à la 20e place avec son expérience, c'est déjà des bonnes places, quoi. Et 11e du général désormais, qui a récupéré le dossard bleu à Sarah Anderson, qui a vécu un week-end assez compliqué en Autriche. Et c'est quand même un sacré début de saison de la Française, qui n'était pas sûre d'être dans les 6, loin de là, pour le Grand Bornand. Et d'ailleurs, c'est intéressant maintenant de voir comment vont réagir Jeanne et Océane devant leur public. C'est vraiment une toute nouvelle expérience pour elles. On va voir comment elles vont gérer cette pression locale finalement, et ça va être, j'espère qu'elles pourront profiter forcément de tout ça, et en tout cas c'est un très très bon début de saison d'Océane et de Jeanne dans leur point fort finalement, parce que voilà, Océane c'est très très bon à ski, Jeanne c'est très très bon au tir, mais on sait qu'elles peuvent faire des courses complètes quand vraiment elles sont en forme. Donc voilà, Océane Michelon 11e du général, Jeanne Richard 16e. C'est quand même un début de saison très très costaud de leur part. Donc voilà pour l'équipe de France. On va commencer à désormais parler des athlètes, des autres athlètes. Et honneur donc la numéro 1 mondiale, donc Franziska Preuss, qui arrivera donc en jaune au Grand Bornand après ce week-end solide, victorieuse pour la deuxième fois de sa carrière seulement, j'ai envie de dire, sur le sprint. Elle a ensuite pris la 3e place sur la poursuite. Pour vous, maintenant, c'est une candidate crédible pour le Gros Globe? Ah bah clairement, elle a réussi un week-end où elle n'a pas quitté le podium finalement. Elle est même en relais, elle a fait un beau relais. Et donc on voit qu'elle est là, elle a envie de jouer. Après, je pense que ouais, je la vois pas non plus s'envoler au classement. Je pense que la concurrence sera quand même assez solide derrière. J'espère. Mais oui, pour moi, elle est plus que crédible maintenant. Autant qu'une Elvira, par exemple. Oui, moi j'ai mis, oui, alors sur son niveau, on va dire intrinsèque, c'est une candidate crédible. Après, c'est quand même très rare qu'on l'ait vue faire des saisons pleines ces dernières années, parce qu'elle a quand même une petite santé, moi j'appelle ça. Elle a une santé fragile,
Et du coup, ça fait que ça l'amène à avoir des fois soit des temps, des étapes où elle est absente, où elle est là, mais pas en grande forme. Donc, faut voir si son corps tient toute la saison. Alors là, oui, clairement, parce que voilà, elle est rapide et c'est une très bonne tireuse. Après, en tout cas, elle est rapide dans ce début de saison. À voir sur la saison dans sa durée. Donc voilà, mais sur ses qualités intrinsèques, c'est sûr qu'elle a et puis elle a l'expérience. 36 Cap-Russe, elle va avoir 31 ans en 2025 et ça compte. Elle a commencé sur la Coupe du Monde sur la saison 2013-2014, donc ça commence à faire quoi. Après, donc le Force Caprice a impressionné. Il y en a une qui a beaucoup moins impressionné que lors de la première étape, c'est Elvira Reuberg. Je sais pas ce qu'on veut dire que c'est une des perdantes, mais bon, c'est que le début de saison. Mais elle est arrivée en jaune en Autriche, avec quand même un petit matin d'avance, faut le dire, sur ses concurrentes les plus proches. Et la Suédoise a connu un sprint plutôt compliqué, 25e avec 4 erreurs. Sur la poursuite, on peut dire qu'elle a quand même clairement limité la casse avec une 8e place et un 17 sur 20 au tir. Elle est désormais 3e du général avec 42 points d'avance sur Preuss. Donc c'est quand même un écart très faible. Hein. Donc on connaissait quand même déjà l'irrégularité d'Elvira Reuberg. Mais est-ce que vous êtes quand même surprise de l'avoir autant en difficulté à off-season, aussi rapidement finalement après ce super week-end à Kontiolahti? Moi, oui, je sais pas trop ce qui s'est passé sur le sprint, parce que si tu isoles le sprint, le reste du week-end n'est pas vilain. Elle fait un assez bon week-end, mais c'est vrai que sur le sprint, je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce qu'en général, Elvira, elle est pas en forme, mais en forme, c'est-à-dire qu'elle bat un peu à la Preuss, c'est souvent elle est malade, quoi. Mais là, visiblement, elle était pas malade, donc je sais pas, est-ce que c'est le dossard jaune qui lui a mis une grosse pression à elle aussi? Est-ce que c'est plus facile d'être chasseur? Pourtant, on l'avait dit à Kontiolahti qu'elle avait gagné avec le dossard jaune sur la poursuite en plus. C'est vrai, mais ou est-ce que c'était juste un cas isolé, le sprint? On verra un peu plus la semaine prochaine, parce qu'en général, je le dis chaque semaine, mais en général, les Suédois sont quand même assez forts jusqu'à la pause de Noël. Et d'ailleurs, on a bien vu sur la piste, elle avançait, Elvira, elle n'était pas en difficulté. Mais à voir le week-end prochain. Après, Marine, elle n'avait peut-être pas non plus autant d'avance qu'elle avait à Kontiolahti sur la piste, hein, notamment t'en Ah parlais avec oui, Justine. elle est justement, ça s'est nivelé comme prévu en arrivant dans les Alpes, même si elle reste très rapide. Donc voilà, mais au tir, ça a jamais été, c'est pas Elisa Vitozzi, c'est pas Preuss. Peut y avoir des loupés du côté d'Elvira. On sait qu'elle tire quand même un peu, elle tire quand même vite. Et il y a encore voilà, des fois peut-être un manque de maîtrise, voilà, au sprint de double faute. Bon, les doubles fautes, ça pardonne pas, mais isolément, on va dire, si on enlève le sprint, comme disait Aurélie, ça reste un week-end correct. Et sur la piste, elle était encore bien en jambes. Mais forcément, le fait que son sprint était mauvais, ça a entaché tout de suite sa poursuite. Bon, en tout cas, Preuss, Elvira Reuberg, Lou Jean Monod, ça semble être comme un trio de tête qui se dégage, non? C'est un peu tôt pour dire ça. Ouais, un peu tôt Ouais, encore? 2 étapes, quand même, moi j'attends 3. J'attends la fin du Grand Bornand. Les réactions, éventuellement, moi j'élimine pas Justine et Julia de ce match pour le Gros Globe. Faut voir si la réaction qu'on attend et la forme de Julia surtout, et la réaction de Justine arrive ou pas. Mais pour le moment, si tu regardes le classement général, oui, c'est entre ces trois-là qui, moi, me paraissent à même de jouer le Gros Globe. Ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'on peut éliminer par contre la grande sœur Reuberg, Anna, qui n'a pas la forme, pas du tout, sur ce début de saison, qui a en plus fini donc 66e du sprint, qui donc n'était pas au départ de la poursuite, et a déjà déclaré forfait pour le Grand Bornand. C'est déjà un début de saison galère pour Anna Reuberg qui les cumule quand même depuis quelques années des problèmes. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, Alors c'est heureusement qu'il compliqué. y a d'autres Suédoises qui prennent le relais, puisque finalement
on s'en est pas c'est pas qu'on s'en est pas trop aperçu, mais les Suédoises performent quand même donc heu, mais là, ouais, c'est plus du tout la Anna Heuberg qu'on a connue, la championne olympique, et cetera. Enfin voilà, la Anna Heuberg qui a un palmarès et qui est normalement, Mmh. pas dans ces standards-là, quoi. Mais là, elle est en méforme totale, physique. C'est hallucinant comme elle n'avance pas, quoi. Mmh. Tu parlais de d'autres, athlètes suédoises qui prenaient la place finalement d'Anna Hellberg. Bah, il y a Elvarsson qui a confirmé finalement son début de saison, 16e du sprint, mais 4e de la poursuite. Donc toujours placé, dans le top 10 du général. Mais aussi Marketa Davidova, dont on parle pas trop, mais qui est quand même 4e du classement. Après une 5e place du sprint, sur le sprint et une 7e place sur la poursuite. Donc Marketa Davidova, on va quand même avoir un œil dessus, parce que bon, c'est quand même un nom. Donc on va voir de ce côté-là, si elle continue, sur cette lancée au Grand Bornand. Et aussi, je voulais voir aussi, parler de la confirmation Minkkinen aussi, la Finlandaise, 14e du sprint, 7e de la poursuite. La tenue finlandaise qu'on voit un peu plus cet hiver que les années précédentes. Bah, c'est Ouais, bien, puis c'est chouette. c'est une bonne chose. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette qu'elle confirme après son beau week-end le dernier, qu'elle confirme comme ça ce week-end-là, qu'on voit que c'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est chouette, j'ai hâte de la voir continuer la saison, voir ce que ça donne. Ouais. 7e hein, au général, Ouais. la finlandaise, donc qui a 30 ans, hein, donc c'est pas une petite jeune qui débarque, hein, mais c'est vrai que oui, c'est toujours sympa de voir une autre athlète, une nouvelle athlète, une nouvelle nation surtout aussi, intégrer le top 10 du classement général de la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est l'une des confirmations, parce qu'on Aurélie, on se demandait la semaine dernière si les surprises de la première étape allaient pouvoir se confirmer ou c'était juste l'effet première étape. Il y a un peu des deux, on va dire. Ouais, un peu des deux. Elle fait première et deuxième étape, mais voilà. On attend la troisième. on va voir. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de voir ouais, vraiment comme vous disiez, des nouveaux noms. Bon, après le drapeau finlandais, c'est pas un nouveau drapeau, mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas trop vu. Ça fait du bien de le revoir jouer devant. Mais bon, faut avouer aussi, il manque quand même des têtes d'affiche. Là, il y a Anna qui abandonne pour la fin de l'année 2024. On a Ingrid Tendrevol qui est rentrée chez elle. On n'a pas Lisa Vitozzi. Ça commence à faire beaucoup de grands noms qui sont pas là non plus. Ça laisse des places forcément. Ouais. Et elles en profitent. Elles en profitent. Elles ont bien raison. Elles ont raison. Exactement. Alors, j'ai une question entre deux choses. Vous allez me dire ce que vous préférez, en tout cas, ce qui vous impressionne le plus entre le début de saison décevant des Norvégiennes ou le début de saison canon ou même très solide des Allemandes. Vous êtes plus de quel côté? Je vais dire le début de saison très décevant des Norvégiennes. On va dire que heureusement qu'il y a Knoten qui sauve un petit peu les meubles, mais sinon c'est quand même bien catastrophique. Alors moi, je suis pas tellement surprise de la saison décevante des Norvégiennes quand on regarde finalement l'équipe proposée, à part Knoten qui a finalement récupéré un rôle de chef d'équipe qu'elle était peut-être pas prête à endosser, et je tiens à préciser qu'elle démérite pas non plus. Elle fait des courses à son niveau. C'était dur quand même sur les skis, sur la poursuite. Ouais, elle m'a fait de la peine, bon, Knoten. C'est comme d'habitude, quoi. Je veux dire, c'est comme d'habitude que voilà, ouais. Elle fait son job à son niveau, on va dire. Il manque une vraie locomotive en fait dans l'équipe vu que Ingrid n'est plus là. Et c'est vrai que le reste de l'équipe, alors on a qui? On a Gro Randby. On a une Arne Clive qui est un fantôme. Qui ça marche pas trop bien. Ah non, mais c'est une catastrophe, faut le dire. Arne Clive, le début de saison, c'est pas au niveau de l'an dernier. C'est pas au niveau de l'an dernier. Son meilleur résultat individuel cette année, c'est une 20e place sur la Mastart parce qu'elle a été qualifiée grâce à son classement de l'hiver dernier. Ouais. Sinon, la meilleure performance, c'est une 55e place. Ouais. Donc Arne Clive, ça ne le fait pas. Alors que on aurait pu l'attendre un peu mieux placé. Et puis le reste, voilà, c'est des athlètes qu'on a mis là parce qu'il manque qu'on a fait venir parce qu'il manque les grands noms. Donc finalement, c'est une équipe quand même qui est en construction et exactement. C'est quand même difficile de voir la Norvège quand même à ce niveau-là, même si c'est en construction, on s'attend quand même à voir la Norvège à un meilleur niveau quand même.
Bah, certes, mais enfin, on pourrait croire, mais en fait, non, visiblement, ça marche pas. Enfin, en tout cas, cette fois-ci, ça marche pas si bien. Et je pense qu'il faut donner un peu de temps à toutes ces petites jeunes là qui sont montées et puis voir. Mais c'est vrai je pense qu'il manque un capitaine de l'équipe aussi, quoi. Il manque quelqu'un qui prenne le lead, qui soit devant. Et alors, je ne veux pas dire que ce soit là, il manque Ingrid, et je pense qu'Ingrid n'était pas forcément non plus la plus à même à prendre le lead de l'équipe quand Cyril et Marthe sont partis. Mais elle l'a fait quand même. Et là, je pense que voilà, j'espère qu'Ingrid va revenir et elle va revenir en forme pour monter cette équipe un peu plus haut. Caroline Knoten qui est la première au général, donc norvégienne, Knoten, quoi, 9e. la première norvégienne. Franchement, Et sinon, la deuxième, c'est Gro Rønby qui est 32e. ouais, Gro Rønby, elle a quoi? Elle a 21 ans, 22 ans? Elle est, elle Ouais, elle est est, très jeune. Hein. elle est très jeune. Ouais, mais bon, Elle a 22 ans. ouais, 22 ans. Ouais. Voilà. Elle a que 5 départs en Coupe du Monde, donc sur ce début de saison, finalement. Bah ouais. Donc en fait, c'est une équipe. Ouais, tout est à faire en fait. Il y a pas il y a plus de chef. Ouais. Alors, par contre, pour toi, Aurélie, on parle des Norvégiennes, mais c'était plutôt les Allemandes, finalement, que Bah, tu étais finalement, plus je suis plus surprise. surprise. Je suis moins surprise du début de saison décevant des Norvégiennes que du début de surprise canon des Allemandes en fait. Ouais. Je les voyais pas. Ouais, je vais pas vous mentir, moi je voyais arriver plutôt les Françaises en fait. Les Allemandes font un peu la saison, le début de saison que je voyais faire les Françaises en termes d'équipe. Euh, mais, euh, mais donc c'est chouette. On le dit à chaque fois qu'il faut que les Allemands jouent devant pour le bien du biathlon. Donc, euh, Mhm. donc là, euh, donc là c'est sympa. Elles ont fait aussi un super relais. Alors ça, on n'en doutait pas hein, que les Allemands seraient là en relais, mais, euh, mais non, Ouais. bien mené Avec une par équipe très jeune, hein. ouais, Preuss et Voigt un petit peu. On a une belle équipe allemande. Avec voilà, Julia Steinheimer, Sina Grossian, on a Julia Kink aussi. Enfin, on a quand même des gros talents en Allemagne et ça marche aussi en Junior Cup déjà aussi et en IBU Cup actuellement. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui fait un peu peur pour les prochaines années. Il faut pas se mentir, les Ouais. Allemandes. Quand on voit que, oui, que des jeunes athlètes de 19 ans sont déjà là, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience en Coupe du Monde, mais qui finalement, on dirait qu'elles ont déjà pas mal de courses au compteur. C'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est vrai que les Allemands, c'est quand même une très très belle surprise en ce début d'hiver. Et oui, finalement, ça va collectivement, c'est très très fort. Et bah, les dernières années ont été plus compliquées, en reconstruction aussi. Là, sur les relais ou même à titre individuel, il va falloir compter sur elles sur toutes les courses. Donc, et même pas que sur une tête, sur plusieurs, comme on a Ouais. pu le vivre avec les Françaises notamment l'an dernier. Après, bon, on n'est pas sûr d'avoir 3 Allemands dans le top 5 l'an prochain, en fin de saison prochaine. Là, mais Non, mais c'est elles vrai sont là, qu'elles sont là et en tout cas, oui, c'est un très, très beau début de saison et un match un peu France-Allemagne qui se dessinent. qui se dégage. Mm. En ce début d'hiver. Alors pour terminer chez les femmes, alors vous allez me donner votre performance et contre-performance du week-end. Aurélie, qu'est-ce que c'est pour toi? La perche, je voulais noter le relais. Alors, je l'ai mis pour les féminines, mais ça vaut aussi pour les masculines, enfin pour la course, le relais masculin. Le relais slovène, qui finissent quatrième à la fois chez les hommes et chez les femmes. C'est Mmh. chouette aussi de voir. Alors, c'est pas un podium, mais c'est pas loin. Et c'est sympa de voir aussi des petites nations comme ça, qui arrivent à grimper comme ça dans les places. Et c'est ça qui est chouette avec les relais aussi parfois, c'est de voir des nations autres que les nations dominantes qui arrivent comme ça à grappiller des places. Et puis la contre-perf, j'avoue que j'ai eu du mal à me décider, mais j'ai pris Lena Akigros qui j'avais des attentes un peu plus élevées pour elle pour ce début de saison par rapport à sa saison de l'année passée, Ouais. qui fait pas un très beau, 24e du sprint, 36e de la poursuite, ouais, fait pas un très beau week-end. en effet. Marine? Eh ben, moi, j'ai mis donc Maya Clotens, donc qui est notre ex-française nouvelle belge de la même génération que Jeanne et Océane, entre autres.
et donc qui a fait ses 2 premiers top 20 cette semaine, ses 2 premiers top 20 en Coupe du Monde. C'est 19e du sprint et 12e de la poursuite, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, et puis c'est bien, elle a pu aller sur le circuit Coupe du Monde grâce à son changement de nationalité. Elle nous prouve qu'elle mérite sa place en Coupe du Monde. Donc bien contente pour elle. Et la contre-performance, on en a déjà parlé, mais c'est Anna Hülberg. Ça m'a vraiment choquée. Tu es resté bouche bée. Et c'est vrai que pour Maya Klotens, championne du monde jeune en 2020, il me semble, c'était ça. Aubert-Illac, 2021. Aubert-Illac avec Jeanne Richard sur le relais féminin. Pour vous dire que c'est vraiment la même génération et qu'elle a été en équipe de France en même temps que Jeanne. Donc c'est vrai que c'est pour Maya Klotens, c'est une super début de saison qui est 23e au général, donc pour le moment qualifiée pour la Mass Start au Grand Bornand. Donc on lui souhaite d'y être dans le top 25. Ce serait quand même une formidable nouvelle et en tout cas on est très content pour elle. On l'avait accueillie il y a quelques années, hein, et justement il me semble que c'était après peut-être l'année de son titre, donc elle était encore en équipe de France. Puis il s'en est quand même pas mal passé des choses pour elle. Alors bien, maintenant on va passer à la Coupe du Monde masculine et français. Et on va commencer par parler de la dernière course qui s'est disputée en Finlande, c'est le relais masculin. Il est de 2. On se demandait, Aurélie avec Jérémy, est-ce que les Français pouvaient refaire la passe de 2 face aux Norvégiens? Ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait et en plus c'était chouette quoi. Enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais pas vous refaire un speech sur la beauté de ce relais, mais ouais, 2 fois. Donc là, il y a 2-0. 2-0. France-Norvège. Exactement. Et c'est vrai que, il y a quand même un sacré contraste, Marine, avec l'an dernier. Là, l'équipe de France collectivement, c'est quand même très très fort. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même on sent que l'intersaison a bien marché et ma foi, à voir si ça dure toute la saison, mais pour l'instant, ça match totalement. Il y a plusieurs sur ce relais, il y a forcément ce final avec Émilien Jacquelin qui nous a fait peur avec ses fixations là. En fait, avec Émilien, à chaque fois, on se demande avant chaque début de course, qu'est-ce qu'il va nous faire en fait, c'est ça. Et c'est ça que moi, c'est ce que j'adore avec Émilien pour le coup, c'est qu'il y a un Émilien comme ça, un peu. Voilà, il jouait pas forcément, mais moi je le vois quand même comme un Émilien joueur, un Émilien. Ouais, c'est vrai que tu sais jamais. C'est un personnage, quoi. Tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas ce qu'il va trouver, tu sais pas ce qu'il va faire aussi bien dans le meilleur que dans le pire. Et des personnages comme Émilien, ça rend quand même les courses aussi un peu plus fun, quoi. Donc moi, je voudrais un petit peu plus de personnages comme Émilien dans le biathlon, parce que c'est sympa, c'est marrant, voilà. Même dans le pire, parfois, c'est marrant. Et Marine, il y a aussi ce duel Johannes Beu et Eric Perrault sur le tir debout. Eric qui fait craquer Johannes Beu qui était imbattable finalement sur ce week-end. C'est quand même super beau à voir quand même. Oui, c'est vrai qu'il l'a fait craquer. Après, pas totalement parce qu'il a quand même eu la lucidité pour mettre les 3 balles de pioche. Alors quand tu te retrouves à devoir mettre 3 balles de pioche, faut quand même bien gérer. Donc, mais tu voyais qu'il était stressé. Il a craqué, mais pas totalement. Mais oui, c'est vrai. Après, Eric, en tir debout, il est pas mal de toute façon. En confrontation, il peut nous faire de belles choses aussi. Et en partant en premier d'ailleurs, il a souvent mis la pâtée à Sturlom Lagrid ces dernières années. Donc, c'est vrai, oui. C'est pas forcément une surprise. Mais bon, il y avait quand même un ascendant de Johannes Beu sur Filson quand même, faut le dire, au vu de ces 2 victoires. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Et d'ailleurs, Aurélie, c'était quoi les réactions des Norvégiens là, après la course C'était un petit peu varié. Ils étaient là les 4 et c'était un petit peu varié. Alors sur là, Fairplay a dit on n'a rien d'autre à dire que les Bleus. Ils ont été meilleurs, tout ça. Tarier, Johannes était un petit peu, surtout Tarier, était un petit peu plus revanchard. Ils avaient le sourire en le disant parce qu'il reste très fair-play toujours, mais en disant que là, oui, quand même une fois ça va, mais 2 fois ça commence à faire beaucoup. Donc ils vont prendre leur revanche à domicile, là où ça fait le plus mal. Donc je pense qu'ils sont bien partis pour vouloir un beau match le week-end prochain aussi. Alors il n'y a pas de relais masculin le week-end prochain, mais ouais, mais sur la piste, quoi. Pas sur le...
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même ce fight Ouais, France-Norvège quand même qui se met en place depuis le début de saison et exactement. ça nous fait Et forcément très plaisir. ils l'ont dit que c'était les Français qui étaient leurs plus grands rivaux enfin, aujourd'hui, cette saison, et que Johannes a même dit Ouais. que ça jouait sur le tir, hein. Ils ont dit que voilà, c'était maintenant, ils ne pouvaient plus compter, ils pouvaient plus compter sur les Français seront là toute la saison, ce que Johannes a dit, et que ça se jouait surtout sur le pas de tir et qu'ils allaient être durs à prendre. Mais ils sont prêts à prendre le challenge. Et de toute façon, on sait qu'à un moment donné, bon, les Norvégiens prendront leur revanche. Mais on en profite quand même de ces 2 victoires. C'est quand même pas rien face aux Norvégiens qui ont remporté je ne sais combien de relais ces dernières années. Ouais. Donc c'est quand même une très très belle performance. Et même alors individuellement, on va parler d'Emilien Jacquelin. Donc il fait une victoire en relais, une belle fin de course. 3e aussi du classement général à présent. Il a terminé 14e du sprint. Il a réalisé ensuite une super poursuite. Alors, il y a encore ce scénario final à 3 là, avec Sturlom Lagrid et Jonas Bö. Il a chuté avec le contact avec donc le Norvégien. Bon, il a quand même pris la 2e place. Bon, le bilan des Miens, il est quand même très bon. Il y a peut-être un peu de frustration sur cette fin de poursuite, mais bon, on sort quand même de cette étape pour Emilien avec le sourire aux lèvres. Bah oui, clairement, c'est une super étape pour Emilien. Moi, j'ai bien aimé, enfin, c'est un fait de course, mais moi, voilà, j'aime bien quand il se passe des choses aussi sur la piste. Bon, là, c'était pas à la faveur d'Emilien, mais bon, voilà, voilà, il y a de la bagarre, ça joue devant. En plus, Emilien a pris, ça j'ai remarqué pendant le relais, il a pris le mur moins sauvagement que ce qu'il a fait pendant la poursuite, ce qui fait il s'est moins arrêté en haut du mur, il avait encore les jambes. Donc il a appris de l'erreur de la poursuite avec le, le, le toucher, enfin le contact avec Johannes. Donc tout ça c'est positif. Je trouve qu'il met ses balles, enfin il est sur le pas de tir, il est quand même beaucoup plus posé que ce qu'il a pu être. Et puis voilà, ça reste beau à voir tout ça. Ouais. Ouais, Marine, non, on retrouve quand même un Emilien à un niveau quand même qui est très bon. Oui, bah, sur les skis, il est là. Aussi sur le pas de tir, moi je sens plus bien sûr ça reste des tirs rapides, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de maîtrise, dans ses tirs couchés notamment où je Peut- sens de l'application, mais dans le bon sens du terme, pas bétonné, mais de l'application et pas, appuyer et puis voir si ça rentre ou si ça rentre pas, quoi. Ouais, donc je disais Emilien Jacquelin 3e du général. Bon, bah, ça se maintient en haut du classement. C'est vrai que bon, bah, il y a quand même une régularité qui s'installe quand même aussi pour lui. On va arriver au Grand Bornand. Bon, je pense qu'il faut s'attendre à du grand Emilien Jacquelin devant son public là. Forcément. Il va vouloir en tout cas. Ouais. Il va du style à vouloir sur la Master par exemple à tout faire péter dès le premier tour, non? Ouais, c'est sûr, Possible. c'est sûr. Il va y avoir du Ouais. spectacle. Mais c'est un showman, donc Emilien Jacquelin, on le sait. On sait que c'est pour le meilleur et pour le pire finalement. Ouais. Emilien, mais en tout cas sur ce début de saison, ça marche plutôt bien. Donc en tout cas, mais c'est vrai que bon, sur chaque course, on se demande à chaque fois qu'est-ce qu'il va nous faire. Mais bon, là, c'était quand même assez positif sur cette étape d'Orfilden et finalement, ça fait comme je le disais, 3e du classement général à la suite de ces 2 étapes. Autre satisfaction sur cette étape d'Orfilden, c'est le podium de Fabien Claude. Enfin, le Vosgien sur le podium, ça faisait 4 ans qu'il attendait ça. Souvent travaillé par son tir. Là, il a réussi à tout aligner. Ça paye donc, hein, 3e de sprint derrière Jonas Bö et Sturlom Lagrid. Ça fait du bien, non, enfin, parce que Fabien, il court après ça depuis longtemps, hein. Mmh. Oui, s'il a fait la course, qu'il fallait. En même temps, il a aussi quand il met en place les choses, des fois, bah, il y a les meilleurs que lui qui font les choses aussi, donc aussi bien que lui et qui le passent devant. Donc quand il est à son maximum, il doit quand même attendre que certains, faillissent un peu, pour pouvoir espérer, monter sur la boîte. Mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait faire pour enfin, remonter dessus et puis le scénario lui a souri.
Mais Aurélie, il tient enfin son sprint référence, on va dire. Exactement, alléluia, alléluia, depuis le temps qu'on le dit, mais Fabien, tu fais des fantastiques poursuites. Si tu avais fait un beau sprint, bon là, il a fait un peu l'inverse. Mais on peut pas, voilà, on peut pas tout mettre en place. On pourrait Voilà, tout on peut pas savoir. tout mettre en place pour la première fois. Mais pour vous dire à quel point c'est énorme, c'est-à-dire que moi, j'ai pas pu voir la course en live, j'étais au travail et il y avait plein de choses qui se passaient, mais je regardais un peu sur mon téléphone. Et tous les titres montraient le podium à tel point que j'ai cru qu'il avait gagné en fait le sprint. Et c'est après que j'ai vu qu'en fait, Ah oui? oui, non, mais vraiment. Et après j'ai vu qu'en fait non, c'était qu'une troisième place, c'est pas ce que je veux dire, mais je dis c'est tellement on l'attendait ce podium de Fabien qu'en fait c'était comme une victoire finalement. Mais donc ouais, non, c'est chouette. Donc là maintenant il reste plus qu'à aligner les deux, sprint poursuite, et puis il va nous faire des étincelles. Voilà. Et après, le bouquet final en mass start au Grand Bornand. Oui, bah, c'est l'étape d'après. Et surtout, alors, en titre individuel, mais aussi en relais, Marine, on sent qu'il est quand même bien installé sur cette première place de relayeur où des fois il pouvait échanger avec Antonin Guigona. Là, ça fait quand même quelques relais où il est quand même très bon. Hein. Oui, il a fait un bon relais. Après, c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'on le voit dans le relais. Il est installé depuis quand même déjà, je pense, bien la saison dernière. Mmh. Voilà, c'est la place qu'il lui faut. Je pense que c'est bien. Il a quand même un tir qui est relativement rapide. Donc, c'est toujours utile pour mettre un petit peu. Bon, après, là, il était face à ce Mmh. tour-là. Donc, ce tour-là, c'est aussi rapide. Mais non, il a fait une bonne étape. Et Eric Perrault, est-ce qu'il a fait une bonne étape pour vous? Alors, on s'était réjouis, hein, forcément, évidemment, avec donc Aurélie et Jérémy lors du débrief de Concharty. Hein. Il était leader à la suite de l'étape de Concharty. Il a porté le dossard jaune sur le sprint d'Orphilsen. C'était une grande première pour le jeune Français. Alors, il s'est quand même bien battu hein, avec ce dossard jaune, mais il n'a pas réussi à le conserver. Hein. Alors, il a terminé 13e du sprint, 12e de la poursuite. Il y a le doublé de Johannes Beu. Il est désormais 4e du général. Comment on analyse ça? Est-ce qu'il y a des regrets à avoir pour Eric Non. de ce côté-là? Non, pas de regrets. Non. Enfin, là, il est jeune, il vient d'avoir son premier dossard jaune. Déjà, il y avait très peu d'écart, donc c'était presque sûr qu'il n'allait pas le garder, limite. Enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais vu le peu de marge qu'il avait, forcément, bah, du coup, il avait la pression, mais il a pu expérimenter ce que c'était de l'avoir. Vous voyez qu'il était content, fier de le porter. Et voilà, ça doit être un objectif pour plus tard, mais là, c'était déjà, on va dire, un premier, voilà, une première petite expérience comme Ingrid l'a déjà porté quand elle était jeune, elle l'avait porté un jour ou deux, Justine l'avait porté un jour, etc. Mais quand c'est en fin de première étape comme ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que tu as été régulier sur une étape, mais à la fin de la première étape, tu peux avoir le dossard jaune. Enfin, c'est pas n'importe qui peut avoir le dossard jaune, mais il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il y ait plein des biathlètes qu'on attend moins qu'il l'ait qu'au bout de 6 étapes. Donc, ça reste une performance. Et sa semaine reste de très bonne facture. Voilà, on sent que ça lui a mis un petit peu mis la pression au niveau du tir quand même, mais pas du tout déçu. Moi, je suis pas déçue non plus, d'autant si au niveau du tir, on pouvait l'attendre à mieux, on va dire. Mais il s'est bien remobilisé, il a fait un très beau relais. Comme on en parlait juste avant, il a fait craquer Johannes. Ça a moins suivi sur la piste, mais quand même. Donc moi non, je pense que, un peu comme disait Marine, le dossard jaune de la première étape, c'est peut-être le dossard le plus loin stable, le plus éphémère. Donc moi je pense que voilà. Et puis il suit le plan qu'on avait monté. Hein. Il l'a perdu pour mieux le récupérer et pour mieux revenir. Voilà. Exactement. C'est bien. Maintenant, Eric, à toi d'assumer maintenant de le récupérer pour le Exactement. Grand Bornand ou pour Holmenkollen. On l'a dit. Voilà, c'est ça. Le Grand Bornand et Holmenkollen. Parfait. Voilà, on prend et je pense qu'Eric aussi prendrait évidemment. Maintenant, pour Eric, c'est aussi de s'installer dans ce top 10 du général. Il est 4e. Progresser, parce que l'an dernier il était 11e, il me semble. Donc ça va aller aussi dans ce sens pour lui, de progresser dans ce classement général. Le dossard jaune va être compliqué comme cette année encore.
Mais on sait qu'après, bon, bah, il y en a un, il y a un Johannes Beu qui va s'en aller, qui va prendre sa retraite normalement dans quelques temps. Donc, la porte va s'ouvrir un peu. Donc, ce sera lui le 16e. Il aura déjà goûté à ce dossard jaune. Donc, c'est quand même une première expérience très enrichissante. Et il a fait quand même un bon week-end. Mais c'est vrai que ça n'a pas suffi pour garder ce dossard jaune. Bon, et côté déception, il y a Quentin Fillon-Maillet. Alors, bon relais du Jurassien, mais par contre, individuellement compliqué. 36e du sprint, 4 fautes, 20e de la poursuite avec le même nombre d'erreurs. Et il est redescendu à la 10e place du général à 159 points de Johannes Beu. C'est un schéma aussi, comme je parlais avec Julia tout à l'heure, un schéma qu'on retrouve avec Quentin, qu'on a eu l'an dernier finalement. Oui, ben, c'est vrai que depuis qu'il a eu le Gros Globe, au niveau du tir, on ne retrouve plus le le Quentin qu'on a vu l'année où il a fait toutes ses performances, mais par contre, on le sent plus présent sur les skis quand même, parce que bon, quand il fait son podium, la semaine dernière, sur la mass start, il n'a pas tiré, excellemment bien, mais par contre, il avait les cannes, donc quand on a les cannes, on peut toujours espérer, voilà, performer, quand les bon, c'est un peu j'enfonce des portes ouvertes de dire ça, mais c'est toujours mieux d'avoir la forme et de pas bien tirer, mais de garder la forme que l'inverse. Parce que, quand on n'a pas la forme, si après le tir ça va pas, on n'a plus rien. Donc la forme, ça au moins on sait que si on l'a et que ça va, c'est quelque chose qui est stable, quoi. Finalement, il y a toujours de l'espoir pour Quentin finalement avant chaque course. Voilà, c'est ça. Avec cette forme, on sait que si ça met les balles, il les a déjà mises en plus les balles par le passé, donc on sait qu'il peut le faire. Donc Oui, il sait faire. Oui. c'est ça aussi qui peut peut-être nous rassurer en nous disant bon bah par le passé il l'a déjà fait, il a la forme, donc on peut s'attendre quand même à une grosse performance. On ne serait pas surpris finalement de Quentin Fillon-Maillet. Oui, voilà. Il a le palmarès. Mais c'est vrai que là en ce moment ça reste compliqué. Alors il y a ce podium à Contcharty, mais ça reste quand même assez irrégulier de la part de Quentin, comme il nous avait montré l'an dernier. Mais par contre, oui, il y a une forme qui est meilleure. Donc voilà. Ils auraient dû commencer le week-end par le relais. Je suis sûre qu'il y aurait eu des courses comme le week-end dernier, en fait, l'étape Peut-être dernière. par la si on avait poursuite même, commencé non par le... aussi. La poursuite commencer Non, par la par le poursuite. relais. Tu lances comme ça une étape avec une victoire sur un relais et ça roule tout seul derrière. Mais bon. Ouais, bon, on va pas écrire l'étape après, hein, c'est trop facile, hein, Aurélie. Mais c'est vrai que Non, mais non, mais c'est vrai que individuellement pour Quentin, c'est le chaud et le froid, plus le froid quand même en ce début d'hiver par rapport à ses attentes. Mais il y a quand même déjà eu un podium, ce qu'il avait cherché longtemps l'hiver dernier, donc ça c'est déjà coché. Mais on sait Quentin en veut beaucoup plus cet hiver. Un petit mot sur les deux autres Français pas encore évoqués. Antonin Guigonnat qui a fini 25e du sprint, 15e de la poursuite. Emilien Claude, plus en retrait quand même, hein, 45e du sprint, 40e de la poursuite. À leur niveau finalement ou pas, ces courses, Marine? Bah, Emilien Claude, pas forcément. Après Antonin là, enfin pas forcément parce qu'au niveau du tir, il pouvait faire mieux, mais je trouve qu'ils ont un peu le même, pas le même profil, mais bon, Emilien, c'est le jeune qui essaye de se stabiliser en coupe du monde, donc j'ai l'impression qu'au niveau du ski, ça va quand même un peu mieux que quand, les saisons précédentes où il est monté. Ouais. Il y a pas non plus une marge énorme, mais à 8 sur 10, il est quand même largement, enfin en tout cas, il est 45e, donc il passe, il est dans la Oui, ça change, on voit la il est dans la différence quand même. mais voilà, à 8 sur 10, il fait pas une performance, mais quand même, il est dans la poursuite, donc on sent qu'il y a du mieux. Antonin, pareil, il a pas une marge énorme sur les skis, mais il a été bon sur le pas de tir et derrière, je pense qu'ils sont pas trop en danger, donc pour l'instant, bah, voilà, à voir, ce qu'ils feront sur le week-end suivant, mais si ça met les balles, ça peut espérer des top 10, des choses comme ça et puis à voir pour mieux, peut-être, mais c'est parce que, Emilien, lui, l'objectif, c'est qu'il fasse sa saison complète en coupe du monde pour pouvoir savoir ce que c'est d'encaisser une saison complète de coupe du monde. Donc voilà, rien de Après on voit pour Antonin, la différence par rapport à la semaine dernière, Antonin Guigonnat sur le sprint de Contcharty, c'était 10e avec un 9 sur 10. Là, c'est 25e
avec le même score derrière la carabine. Oui, bah, Euh, le poids des années. Non, je déconne. Non, mais après, il y a peut-être l'adversité aussi. Oui, et Hein. puis Anto, il est en Scandinavie depuis quelques enfin, Anto et Emilien, ils étaient en Scandinavie depuis déjà un moment, vu qu'ils sont allés faire, leur IBU Cup. Enfin, donc voilà, et je pense qu'il fallait aussi un peu se réadapter, Peut-être plus de à fatigue aussi, l'altitude. finalement. Oui, voilà, puis ils ont fait une étape avant pour se sélectionner, donc ils en sont quelque part déjà à leur 3e étape. Ouais, donc ils ont peut-être pas arrivé au top de leur forme au Grand Bornand, si je comprends bien, Marine. Bah, écoute, il y aura peut-être le fameux, second souffle. Ouais, alors oui, c'est vrai qu'en plus pour Antonin, forcément, le Grand Bornand, c'est une histoire particulière comme Sophie Chauveau, on en a évoqué tout à l'heure. Donc, mais c'est vrai que oui, 2 athlètes qui étaient en IBU Cup en début d'hiver, qui sont montés sur la Coupe du Monde et voilà, qui devraient logiquement, il y a pas de débat sur, logiquement, ils sont là pour le Grand Bornand, Oui, notamment non. Emilien Claude. Bien sûr. Bien sûr, bon, bah, comme ça, il y a pas de débat de ce côté-là. Bien, alors pour l'équipe de France, on va parler des autres athlètes et bon, on va quand même pas mal parler, des Norvégiens, même si bon, je le rappelle, on les a battus pour la 2e fois de suite, sur relais masculin. Mais on va parler d'eux et notamment d'un, Johannes Bö, qui n'avait pas remporté la moindre course à Kontiolahti, que ce soit individuellement ou en relais. Bon, bah, là, je crois qu'on peut dire que le Norvégien a remis l'église au milieu du village, hein, Orfilson. Doublé, sprint poursuite, qui lui permettent, bah, forcément, en tout cas, qui lui permettent de reprendre les commandes du général. 35 points devant Sturla Holmgren. On sent peut-être quand même un peu moins dominateur sur les skis, moins de marche sur ses adversaires. Mais moi, j'ai l'impression quand même que Johannes gère quand même pas mal son affaire, avec son expérience, hein, des années. Hein. Est-ce que pour vous, vous le sentez quand même désormais s'envoler vers le globe, ou c'est quand même trop tôt de se dire que bon, il y a encore beaucoup de courses? Non, le voir s'envoler, peut-être pas. Je pense pas. Après, le voir rester devant, oui. Enfin, voir même garder le maillot jaune. Après, je suis pas sûre qu'il va, comment dire, comme les autres années, engranger des centaines de points d'écart par rapport au numéro 2. Mais bon, visiblement, il avait envie oui, comme tu disais, de remettre l'église au milieu du village, de montrer qui c'est le chef, qui c'est le patron du biathlon. C'est lui. Donc, il est revenu et je pense qu'il est revenu pour rester devant. Et en plus, Marine, là, on arrive au Grand Bornand. Oui, donc mais après, oui, le Grand Bornand, C'est un peu chez lui, non? oui, c'est un peu comme chez lui. Enfin, il a pas mal, performé, sur ce site et puis, Il est un peu chez lui partout, mais Johannes. partout, c'est après, en plus, il est quand même bien apprécié, pour le coup, c'est un adversaire qui est aimé, sur le circuit, donc je pense qu'il est peut-être pas autant encouragé que les Français, mais les gens, je pense, l'encouragent aussi. Mmh. Mais bon, c'est vrai que là, je le disais, Johannes Bö a sans doute remis l'église au milieu du village et son adversaire finalement le plus coriace, ça semble, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, Sturla Holmgren. Oui, bah, pour l'instant, oui. Il est plus en jambes, sur les skis que la saison dernière, il semble. Et puis, bah, le tir, c'est sur là, quoi. C'est c'est Ouais. en plein le Dixmush. Ouais, parce qu'après derrière finalement, les autres adversaires potentiels, au départ, il y a un peu de déception du côté des Norvégiens leaders, si je puis dire, avec, Christiansen, Tarjei Bø, et finalement peut-être quand on regarde derrière, c'est peut-être finalement plus les Français après, hein, comme adversaires les plus coriaces. Ouais. Oui, oui, pourquoi pas un Emilien ou même un Samuelsson qui a fait un week-end plutôt correct, mais oui, les autres, Norvégiens, c'était pas l'Amérique, cette semaine. Mmh. D'ailleurs, Aurélie, c'est la séquence, Tarjei Bø. Pour toi, c'est vrai que ça commence à être un peu inquiétant, non, ce début de saison de Tarjei Bø, non? Alors c'est pas catastrophique, mais quand on sait la densité, du groupe norvégien, Non, bah, en effet, pour le coup, aussi bien Tarjei que Christiansen, je trouve qu'ils jouent un jeu assez dangereux finalement quand on connaît euh, le prix des places dans l'équipe de Coupe du Monde norvégienne. Ils ont l'air, sur Tarjei, il a l'air de faire de son mieux, mais il n'a pas la forme en fait. Christiansen, je sais pas trop non plus.
C'est curieux quand même parce qu'on parle quand même on peut même rajouter Dalle d'ailleurs, même s'il était plus là cette étape-là, mais même par rapport à la saison dernière, on parle quand même des Ça gens. fait 3 cadres, oui. Ouais, je dis Johannes Dalle on parle quand même d'athlètes qui dominaient le classement la saison dernière, quoi. Donc c'est curieux, mais bon, j'espère que tu arrives à se reprendre en main. Et Christiansen aussi. Bon, pas forcément pour venir prendre les places d'Emilien et d'Eric, hein, mais au moins revenir dans le top 10, quoi. Et d'ailleurs, Aurélie, alors, on sait que bon, les Norvégiens aussi sont passés de 7 à 6, comme les Françaises pour le Grand Bornand. Toi qui écoutes les médias norvégiens, apparemment, il y a quand même une tendance qui semble se dégager déjà pour savoir qui n'y sera pas. Alors, hier, après la poursuite, dans les interviews post-course, il y avait donc Uldal qui a fait un final, donc nouvellement arrivé sur la Coupe du Monde, qui était monté cette étape-ci. Et donc, il aurait dit qu'il était très déçu, hein, et il a dit que oui, de toute façon, qu'importe ce qu'il ferait du week-end, c'était plus ou moins déjà acté que ce serait lui qui redescendrait de toute façon. Donc, il était assez déçu parce qu'il trouvait qu'il avait fait un grand week-end, enfin un bon week-end finalement. Oui, c'est qu'elle de dire. Clairement. Et puis qu'en fait, qu'on lui dise que finalement ça serait pas, ça rentrerait pas en compte et qu'on laisserait les grands garçons jouer en Coupe du Monde et lui pourrait retourner en IBU. Donc il semblait quand même assez déçu et donc, mais après il a dit que voilà, l'annonce n'était pas officielle, mais que c'est le message qu'on lui aurait donné de toute façon avant même le début de la poursuite. Ah oui. Donc il semblerait que ce soit Uldal qui redescende. Malgré son excellent week-end. Ouais, 5e du sprint, 7e du sprint, pardon, 5e de la poursuite. Il y a ce tir debout là qui passe partout sur les réseaux sociaux là. Phénoménal. Faute, hein, mais donc 12 secondes 9, c'est un truc de fou quand même. D'ailleurs, il travaille avec Clément Jacquelin. C'est une carabine 100% à TTX 3D qu'il a conçue donc avec Clément. Et c'est vrai qu'il a en plus le meilleur temps de ski ou un 10e ou 7 dixièmes je crois de Johannes Beu sur le sprint. Il est 21e du classement général. Avec une étape, mais avec 2 courses en fait finalement. Mais donc je sais pas, il n'y a rien d'officiel, mais c'est ce que en tout cas Martin Uldal semblait dire en après-course, que de toute façon son sort était déjà lancé avant même les résultats. En tout cas, il a marqué les esprits, ça c'est sûr. Il reviendra, hein. Je suis pas, on va le revoir, hein, mais bon, on verra. Après, je pense que voilà, l'annonce sera sûrement sortie quand le podcast sera sorti aussi, mais voilà, le jour d'aujourd'hui, c'est Uldal qui redescendrait. C'est la densité norvégienne qui se passe d'un athlète qui fait 2 top 10 pour ses débuts en Coupe du Monde et avec en plus des temps canons, soit sur les skis ou derrière la carabine, et qui fait bien mieux que d'autres de ses compatriotes. Mais c'est vrai que pour Vetle Christensen, déjà, on sait qu'il était en danger l'hiver dernier. Il était descendu, il n'était pas allé en e Cup, mais il avait laissé sa place pour une étape à Oberhof. C'est vrai que là, ça a commencé peut-être à être plus compliqué comme pour Vetle. À voir, il reste pour Tarjen Bø aussi. Le début de saison est un peu plus poussif, et Stromsheim, qui a fait 4e du sprint, a terminé 28e de la poursuite. Il y a quand même beaucoup plus d'ouverture cette saison chez les Norvégiens que l'an dernier, où ils étaient imbattables, c'était les Avengers. Là, ça s'est un peu disloqué finalement, ce collectif. D'autant plus qu'on le voit que les résultats de la saison d'avant, on le voit avec Johannes Dalle en fait finalement, que finalement tu pouvais très bien, pour Tarrier je veux dire, tu pouvais très bien être 3e du général la saison d'avant et quand même descendre en IBU. Ouais. Dalle, on lui a fait le coup 2 fois, hein. 2 fois 2, il a eu une saison canon, l'année d'après il est en IBU. Donc les places sont chères. En effet. Et Aurélie, tiens, tu as gagné la parole. Bon, je vais te laisser un petit mot sur CB aussi. Sébastien Samuelsson, 6e du sprint, 4e de la poursuite. Il est désormais 5e du général, au moins l'entre-deux de ces deux résultats. Il a 117 points de Johannes Bø. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton chouchou? CB, il fait du CB en fait. Il est, enfin, je veux dire, ça reste un très grand biathlète. Il nous le montre, il a fait un bon week-end. Il est toujours aussi assez un peu, comme tous les Suédois, assez en forme en début de
saison. Après, il lui manque toujours le petit truc pour être devant, quoi. Mais il fait comme un bon week-end, moi, je trouve. Oui, c'est Il vrai. n'a pas démérité. Ouais. Ah oui, ça reste un très bon week-end, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut jouer le général, forcément, ça fait Ah courir bah des points oui. perdus. Après, il y a ce que CB croit et puis il y a la réalité. Mais après, j'en veux pas à CB de se motiver pour commencer une saison en voulant jouer le général, on va dire. Mais c'est juste qu'il parle trop. Mais je comprends bien. J'imagine que tous les athlètes qui sont top 10 une saison veulent Ouais. jouer le général la saison d'après. Et d'ailleurs, Aurélie, tu me disais quelque chose pendant le relais masculin avec les Suédois sur le tir de Martin Ponsiluoma quand il a fait des fautes. Ouais. Tir couché. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient les commentateurs norvégiens? Tu veux vraiment que je le dise? Ah bah oui, Alors, c'est marrant. en fait, il disait parce qu'il parlait d'autre chose finalement, parce que les Suédois étaient quand même quasi 2 minutes derrière, non? Oui. Je crois quasi 2 minutes derrière, donc la victoire se jouait plus là. Mais du coup, il s'arrête au milieu. Il y en a un qui dit, regardez le tir de Ponsi Luoma. Et là, l'autre répond, il dit, c'est quand même toujours fantastique de voir les Suédois se planter comme ça sur un tir couché. Voilà. Ah, c'est quand même assez exceptionnel quand même comme commentaire. Ah, c'est drôle, ouais, c'est drôle. Et ce qui était marrant, c'était aussi pendant le relais féminin, c'est que bon, la victoire, elle était plus à jouer non plus pour les Norvégiens. Donc, par contre, ce qui était vraiment important, ils comptaient même plus les secondes vis-à-vis du podium, quoi. Là, c'était oublié, c'était fini. C'était vraiment Ouais. les secondes qui les séparaient des Suédoises. D'accord. C'était ça qui comptait. C'est-à-dire que donc pendant un moment, ils étaient devant, alors on est à 25 secondes des Suédois derrière. Est-ce qu'on va garder cette avance? Puis bon, après, la Suède a pris le devant. Mais c'était vraiment l'objectif final. Finalement, c'était plus la victoire, c'était plus le podium, c'était finir devant les Suédois. Ah, il y a vraiment cette. Donc, ouais, cette rivalité Il y a vraiment cette interne, rivalité. ouais, fraternelle, on va dire, mais c'est assez sympa. Moi, j'aime bien. Ça reste bon enfant. Mais bon, à part sur Ponty peut-être, mais ça C'est vrai reste que bon enfant. ouais, c'est vrai que j'imagine pas ça, par exemple, à la télé française, là, sur la chaîne d'équipe, il y a un commentaire comme ça sur une autre nation. Ça serait mal vu. Ouais. Ça serait très mal vu. Hein. Donc, mais oui, je trouve ça très drôle. C'est pour ça que je voulais que tu la racontes, cette anecdote. Mais c'est vrai que Pontiuma, d'ailleurs, qui vit un début de saison très compliqué aussi pour lui, pour parler de rester sur la Suède. Ouais. Vos performances et contre-performances du week-end? Eh bien, moi, j'ai noté en performance Campbell Wright, qui avait déjà performé la semaine dernière, mais qui justement confirme que il a atteint visiblement un niveau à ski qui lui permet de jouer quand même des places intéressantes aux alentours du top 10, du top 15. Il a fait quoi, 10e du sprint, quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est agréable de voir un Américain aussi bien placé. C'est pas souvent le cas. Donc, et en plus, il est jeune, donc il a encore de la marge de progression. Et puis, bon, contre-performance, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais Christiansen, voilà, c'était vraiment pas terrible. Bon, il est pas comme Anna du côté des Suédoises, il a quand même pris largement la poursuite, mais voilà, c'est un début de saison poussif. Comme performance, je voulais quand même mettre Uldal, hein, mais parce que qui arrive en Coupe du Monde et puis qui fait quand même un week-end canon. Et puis en contre-perf, Tarjeveux, qui à l'inverse, désolé, ouais. Aurélie, tu dis Tarjeveux en contre-performance? Ouais, il a quand même fait un week-end pas terrible, quoi. Mais j'attends plus de lui. Donc c'est pour ça. Donc j'espère qu'en grand bornant face à pas son public, mais presque, ça va matcher mieux. Voilà. En tout cas, non, je suis assez choqué, je t'avoue, là, que tu dises Tarjeveux quand même. Je ne m'attendais pas à ça, Ouais, mais. je suis déçue moi aussi, hein. Ouais. J'aurais aimé le mettre en super perf, mais. Mais il va être déçu que tu le déçoives. Donc là, Ouais. il va vouloir se rattraper au grand moment. Je suis désolée. Je t'attends au grand beau. Mais oui, on aura du grand beau, je suis sûr. Du grand bœuf, ouais. Exactement. Du grand bœuf au grand beau.
Donc Ouais. voilà pour la Coupe du Monde. Alors un petit mot sur la Junior Cup qui a débuté cette semaine. C'était du côté de Valridana en Italie. Il y avait 3 courses au programme, un individuel et 2 sprints. Il y a déjà pas mal de podium pour les Bleus. Donc il y a déjà Yann Martinet qui a fini 2e de l'individuel. Amandine Mangin qui a pris la 4e place chez les dames, donc c'était pas passé loin pour ce premier podium pour l'équipe de France féminine. Mais elle s'est rattrapée sur le premier sprint avec un double podium pour les Françaises d'ailleurs, avec la victoire de Violette Bonny et donc d'Amandine Mangin, 3e, la Vosgienne. Sur ce premier sprint aussi, il y a eu la 3e place de Léo Carlier. Et enfin, le dimanche, le dernier jour de compétition en Italie, un podium pour les Bleus, avec la 3e place de Guillaume Poirot. Donc la Junior Cup qui va continuer, se poursuivre avec normalement ce qui a été décidé par le staff français avec le même groupe. Et ça sera du côté de la Suisse sur le site de Goms, si je le prononce bien. Donc désolé si c'est pas la bonne prononciation, mais en tout cas la caravane de la Junior Cup qui part en Suisse pour terminer l'année pour une seconde étape. Et l'IBU Cup qui reprend en même temps aussi que donc la Junior Cup là et la Coupe du Monde au Grand Bornand. Ce sera du côté d'Aubertillac en Autriche, donc pour la 3e étape. On verra s'il y a des changements. Donc il y aura forcément des changements d'ailleurs. Sans doute que Julian Guillona donc y sera. Malheureusement, donc Marine, je pense que Anaëlle Bandou va en faire les frais de cette descente de Julian Guillona, parce que Anaëlle Bandou était la 6e française la moins performante sur le début de saison sur le circuit B. Donc malheureusement, voilà, c'est ça. Après, difficile de ce côté-là. On verra chez les garçons comment ça se passe, parce qu'il y a aussi une étape de Coupe de France aussi au saisie ces derniers jours, notamment avec aussi Léonie Janier qui a fait le doublé sprint poursuite. Donc bon, le problème c'est qu'il y a trop de monde devant aussi, donc c'est compliqué de se faire une place. Donc à voir, mais d'ailleurs vous pourrez trouver tous les résultats sur notre site, que ce soit Coupe du Monde, Junior Cup, IBU Cup et donc Coupe de France. Vous déjà retrouver tout ça sur notre site. Et ça va donc se poursuivre encore ces prochains jours. Aurélie, je crois qu'il est l'heure de nous donner le programme du Grand Bornand qui va débuter dès jeudi. Ouais, avec un super programme, les meilleurs week-ends. On attaque le jeudi avec un sprint masculin à 14h20. Le vendredi, on poursuit avec le sprint féminin, toujours à 14h20. Après, on a un super week-end avant Noël, avec le samedi, la poursuite masculine à 12h30, suivi de la poursuite féminine à 3h moins le quart. Et le dimanche, le retour des Mastart, avec la Mastart masculine à 12h30 aussi, et la Mastart féminine à 3h moins le quart, 14h45. Les premières Mastart de l'hiver. Ah bah non, c'est pas non. Ça aurait dû. Il y a déjà Yann Schlarty. La première vraie Mastart. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un programme royal. Ouais, c'est le week-end type. C'est le week-end que moi j'adore. Le sprint poursuite Mastart. C'est mon week-end. C'est pour bien finir l'année 2024 finalement. C'est toujours pour bien finir l'année. En plus là au Grand Bornand, on peut pas faire mieux là. On va récupérer les dossards jaunes, ça va être super. Et juste Aurélie, on va faire aussi, je sais que ça peut intéresser pas mal de monde parce que je suis sûr que certains qui nous écoutent vont se rendre sur place, un petit point météo. Et forcément, un petit point météo, qui dit point météo dit jingle. Et donc, Aurélie, quel sera le temps au Grand Bornand ces prochains jours? Alors, si vous vous rendez au Grand Bornand en fin de semaine, je vous annonce dès jeudi, a priori, il y aura des bonnes chutes de neige. Par contre, il fera donc, qui dit chute de neige, pas très froid. Donc, ça ira. Il devrait neiger aussi le vendredi. Par contre, on repasse en négatif. Et puis, samedi, dimanche, il va faire assez beau. C'est le point météo à quelques jours d'avance, donc à prendre avec des pincettes. Mais normalement, ça promet un bon week-end avec de la neige et du soleil pour les Mastart et les poursuites. Et ils annoncent du beau temps et des températures aussi positives en début de semaine, il me semble. Donc la neige qui va tomber va peut-être faire du bien finalement à avoir un décor blanc pour cette étape de Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est du soleil samedi dimanche. Donc belle fin ensoleillée. Et les Mastart, ça tombe bien parce que c'est les jours où on est deux. Enfin, si on est sur place ou on est là-bas toute la journée. Enfin, on est là-bas longtemps, quoi.
ça dure longtemps, qu'il y a 2 courses. Et je crois que Marine, les supporters français sont, que ce soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sont là très tôt le matin sur Pour place. prendre les meilleures places. Bah oui, ça pour poser le petit siège devant Exactement. Je crois qu'il y a pas mal d'habitués comme ça, mais c'est très, très Tour de France finalement, hein, ce genre de comportement, j'ai envie de dire. Mais il y a tellement de monde sur le bord de piste, hein, c'est toujours impressionnant. Hein, ça impressionne aussi beaucoup les athlètes. Étape du Grand Bornand et on a déjà très très hâte d'y être. Ça va être une belle fête. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Ouais. On l'entend même de Bretagne, hein, pour vous dire. Hein, j'entends les échos de l'ambiance au Grand Bornand, mais ça va être une très très belle fête. Donc si vous êtes sur place, profitez un max. Amusez-vous. Ouais. Amusez-vous, profitez. Toujours une belle fête populaire et on espère qu'en plus les résultats français y seront parce que forcément, ça compte forcément dans une belle étape réussie sur place. Donc, mais forcément, je suis sûr que quel que soit les résultats des Bleus, la fête sera belle pour ce 3e étape de Coupe du Monde qui conclura cette année de biathlon en 2024. Bien, Marine, Aurélie, je crois qu'on a fait un peu le tour de toute étape. Oui, on a bien, tout parcouru en long, en large et en travers. Ah oui, je pense qu'on a bien évoqué Orphizone et déjà parlé un peu du Grand Bornand. Mais merci à toutes les deux d'avoir été là. Avec plaisir. Pas de Grand Bornand pour vous cette année d'ailleurs ? Non, moi je travaille. Non, travail. Pareil. Ah, c'est nul le travail, hein. Quelle idée. C'est pété. Qui a inventé ça ? Mais ça sera à la télé, le Grand Bornand. Mais oui, en tout cas, c'est une... On va le vivre aussi intensément, même derrière nos écrans. Mais en tout cas, merci encore à toutes les deux. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à réagir à tous nos sujets, débats, questions dont on s'est posé durant cet épisode. Encore merci à vous tous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Salut.